Bonjour Anan, Bonjour Bérénice. bienvenue au micro de Bérénice. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis en Bien. forme. Je suis contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Ok. On va commencer par raconter un petit peu qui vous êtes. On va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes journaliste international. Vous travaillez depuis plus de 10 ans dans des médias, en Europe, en Asie, en Afrique. Vous avez assuré la présentation d'une matinale quotidienne, la rédaction en chef d'un magazine bimensuel pour Africa News. Vous êtes ensuite passé par l'émission Good Morning sur Euronews. Vous avez fait une année de fellowship au sein de la Fondation de journalisme de Harvard en 2019. Vous avez aussi, entre 2021 et 2022, occupé le poste de correspondante permanente donc pour France 24, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Libéria. Vous avez pas mal bougé en Afrique, du coup. À ce jour, vous êtes journaliste indépendante et reporter freelance pour des médias comme Al Jazeera, Quartz Africa. Je sais que vous êtes mariée, maman depuis récemment, enfin depuis très récemment. peu, d'un petit Ouais. garçon. C'est ça. J'ai rien oublié, je crois. Non. Ok. Vous avez aussi lancé une série web qui s'appelle Beyond the Noise. Votre ligne éditoriale, c'est le décryptage des grands thèmes d'actualité africains, la déconstruction des mythes et des fake news qui les entourent. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Avec plaisir. C'est mon bébé, mon deuxième bébé. Enfin, c'est mon premier bébé. Il est arrivé avant. Parce qu'il est arrivé avant. Ouais. Donc, chronologiquement, c'est mon premier bébé. Mais maintenant, Bah oui, il est passé au second plan. Il a perdu le pouvoir. Oui, non, j'aime parler de Beyond the Noise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un projet passion. Si je suis honnête, c'est quelque chose, pour l'instant, qui est encore en phase de construction et qui a vocation à devenir un bien plus grand projet, en tout cas j'espère. Alors, plus qu'une série qui décrypte l'actualité, je suis vraiment en train d'essayer de créer une plateforme médiatique indépendante qui, essentiellement, aujourd'hui... même si j'ai pas encore repris vraiment depuis que j'ai accouché, ça fait pas très longtemps. Je suis encore un peu en train de redémarrer tout doucement et que j'ai une très petite équipe pour travailler sur Beyond the Noise. Mais il s'agit donc de décrypter effectivement l'actualité africaine et aussi de choisir, en ce qui me concerne, c'est ce que je voulais faire, c'était choisir des thématiques qui n'étaient pas forcément les plus traitées ou les mieux traitées sur les médias qu'on connaît traditionnellement, dont je suis issue. Et donc, on est servi finalement les mêmes titres de manière répétée. C'est pas une mauvaise chose, en réalité, on a besoin de ce type d'actualité. Mais je pense que quand on veut créer un projet alternatif ou apporter de la valeur ajoutée, il faut faire quelque chose de différent. Et moi, pour moi, mon ambition, c'est vraiment justement de rester un petit peu en dehors des lignes éditoriales classiques, de déconstruire, comme vous l'avez dit, certains mythes autour de grandes actualités, mais aussi de faire de l'actualité des choses qui ne sont pas considérées comme de l'actualité. Et après, l'autre particularité de Beyond the Noise, c'est que, parce que j'aime me donner des challenges et des difficultés dans ma vie, c'est de le faire en 2 langues systématiquement, parce que je suis bilingue et que je travaille dans les 2 langues. Donc je fais français, anglais, à chaque fois, je fais des décryptages de 10 minutes et je dois les traduire. Les traduire et les... et c'est pas évident, voilà, les enregistrer de... Et c'est ce qui nous permet finalement de nous réunir, c'est le français, c'est l'anglais, et de nous comprendre. Et si j'ai envie de parler du Kenya, par exemple, j'ai pas envie que quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire n'ait pas accès à ce contenu-là. Et vice-versa, si je parle de quelque chose qui se produit au Niger, que quelqu'un en Afrique du Sud puisse avoir l'information. Et puis, c'est une chose qu'on nous reproche, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est souvent le problème entre les différents pays d'Afrique. On est souvent hyper éloignés les uns des autres parce qu'il y a un problème de barrière de langue. On n'arrive pas à communiquer comme il faut. Donc, du coup, l'idée de partager de l'info comme ça, africaine, auprès d'un public africain, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a ce choix-là. Après, c'est pas évident, hein, parce que l'autre problématique quand on se lance dans un média indépendant comme ça, c'est vraiment qu'il faut créer une audience à partir de rien. Après, j'ai une mini présence sur les réseaux sociaux et je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps sont intéressés par le projet, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut construire à la base. Et c'est vrai que créer du contenu dans 2 langues, finalement, c'est comme si on avait 2 cibles et 2 audiences, et c'est pas évident d'arriver à les accrocher. Et donc, je suis en train d'essayer de déterminer la façon de le faire et de faire grandir le projet pour ces 2 audiences. D'accord. En tout cas, on lui souhaite plein de belles choses à ce projet. Merci beaucoup. Je vais vous expliquer rapidement le principe du micro. On vous pose 5 questions qui nous permettent d'en savoir un petit peu plus sur vous, de vous voir un petit peu sous un autre angle.
Nous, on avait envie de vous interroger sur votre métier de journaliste. En plus, vous avez l'air d'être très, très passionné par ce métier-là, donc je pense que ça va être agréable pour vous. Et donc, on avait envie que vous parliez de vos premières fois en tant que journaliste. Et je vais commencer par la première question. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec ce métier? Ce moment-là où vous vous êtes dit que c'était votre voie, que c'était ça que vous vouliez faire? Ouais, c'est intéressant comme question parce que déjà ça date, ça remonte à très très loin. Et en plus, si je suis très honnête, ma première rencontre avec ce métier ou la première fois que je me suis dit que ça pourrait m'intéresser de devenir journaliste, c'est pour une raison très superficielle, qui n'est pas du tout la raison pour laquelle je continue le métier aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai vraiment grandi, en même temps dans les années 90, on était très télé, je pense que beaucoup de personnes se reconnaissent dans cette expérience-là, on regardait la télé du matin au soir. En plus, il n'y avait pas la notion de il faut faire attention à ne pas être trop devant les écrans. On avait accès, en tout cas pour ma part dans ma famille, à la télé de manière assez libre. Et puis, quand je n'étais pas à l'école, en réalité, je regardais la télé. Et aussi, on avait un rituel dans ma famille de regarder le journal télévisé, le 20h, comme je pense beaucoup de familles africaines. Soit c'était le 20h sur la chaîne nationale, soit sur une chaîne comme TF1 ou France 2. Et à la base, moi, ce qui me faisait un peu kiffer, c'était l'idée d'être à l'écran et de pouvoir parler et s'adresser à des milliers, des millions de personnes. Je trouvais ça plutôt cool. Donc c'était vraiment purement l'aspect limite de performance et d'image qui m'interpellait. Exactement. Et je suis devenue très fan de Christiane Amanpour, qui a surtout un peu révolutionné les codes dans le sens où elle a fait des interviews avec des grands leaders au Proche-Orient et au Moyen-Orient quand personne n'en faisait. Elle avait aussi un rapport avec le terrain qui était presque nouveau. Et donc c'est un peu devenu ma muse et mon rôle modèle. Et je pense à confirmer quelque part cet intérêt. Et après, depuis, j'ai pas arrêté. Je me suis beaucoup identifiée à des femmes journalistes comme Christiane Amanpour. Et toujours dans les débuts, le métier de journaliste, c'est un métier qui est assez particulier. Je trouve que on peut se faire la main super tôt. Quand on a envie d'être journaliste, on peut le faire à l'école, on peut le faire à la fac. Ça a été quoi, votre première expérience de journaliste? Donc j'ai fait des études de droit, une licence à Nice. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. C'était pas ça. Au bout de la deuxième année, je m'ennuyais. Et l'appel du journalisme était là. Et donc j'ai commencé à essayer de faire des stages pendant les vacances. Je trouvais pas. Et mon premier stage, c'était vraiment, pour vous dire, je voulais juste un pied dans la porte. C'était du sport, alors que je suis pas très sport. D'accord, oui. J'ai de l'intérêt pour le sport, plutôt le côté humain du sport, mais le sport en termes de... Et pour le divertissement, quoi. Et puis l'aspect technique, je le maîtrise pas, le foot, c'est pas trop mon truc. Et en fait, j'avais fait Stade 2, je sais pas si vous connaissez cette émission, mais sur France 2. Parce que c'était un stage qu'on m'avait donné, j'avais pas craché dessus. Et donc, je faisais des voix, je faisais... un peu tout ce qu'on peut faire quand on est stagiaire à 21 ans. Vraiment, j'étais avec le journaliste présentateur de Stade 2 à l'époque. Et je faisais vraiment plein de choses. En plus, je vais faire énormément de recherches sur le sport et sur le foot. Et c'était pas évident parce que j'avais pas forcément de passion pour. Mais par contre, c'était une très belle expérience parce que j'ai commencé à être consciente de ma voix et à commencer à apprendre à l'utiliser de manière différente que dans la vie courante. D'accord, voilà. Ok. Voilà, je dois vous dire que vous êtes l'invité qui m'a causé le plus de trac parce que du coup, je suis une fausse journaliste qui interviewe une journaliste, donc faut pas dire ça crée un petit trac. Et donc, je voulais savoir comment ça s'était passé pour vous, pour la première interview. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est mal passé? Est-ce que vous aviez le trac? Ça a été quoi l'expérience? Alors j'essaie de me souvenir, c'était en 2011, donc pendant le printemps arabe. D'accord. Et ce qui était sympa, c'est que comme j'avais quand même pas mal de personnes que je connaissais, qui étaient soit en Tunisie, soit en Algérie, soit dans la région, mais aussi Mauritanie, cette zone-là. Donc j'avais pu trouver des interlocuteurs intéressants qui intéressaient donc mes confrères. Et donc c'était ce type d'interview-là que je faisais, mais c'était au téléphone. D'accord. C'était moins intimidant finalement parce que on parlait avec la personne au téléphone, c'est assez rapide parce que c'était de l'actualité, donc je dirais que c'était quand même assez facile à faire. Et après, la première interview intimidante, c'est celle qu'on fait à la télé où on est en face de quelqu'un et en plus on vous regarde, on vous inspecte parce que la façon dont vous posez les questions est importante. Je sais que j'ai fait le Premier ministre de Guinée-Bissau, qui est aujourd'hui le président de Guinée-Bissau. Je sais plus si c'était la première, je pense pas. Je sais que j'avais fait des ministres avant.
quand j'animais la matinale sur Africa News. Mais celle-ci, c'était la première où j'étais assise, il était en face, et puis on était donc dans un setup très formel. Et ouais, c'était intimidant parce que j'avais l'impression qu'en plus à la régie, on me regardait poser des questions, qu'il fallait que je m'exprime bien, il ne fallait pas d'hésitation. Et non, c'est dur. Ouais. Ça reste dur aujourd'hui encore. Ouais, toujours. Ouais. Il y a toujours le petit trac du début, Ouais. il part jamais. Et dans la même veine, du coup, j'ai vu que vous faisiez aussi du direct, Ouais. que vous interveniez sur certains journaux télé et tout ça. Comment s'est passé le premier direct pour vous? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir ça doit se faire dans un contexte un peu... On doit avoir une grosse pression, on doit avoir très très peu de temps, il doit y avoir une partie technique qui doit mettre la pression parce qu'on ne sait pas si ça va bien fonctionner. Enfin, j'ai toujours l'impression qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas et que... Ah non, mais c'est vraiment et ça. qu'on a 2 secondes pour dire plein de choses. Alors moi, dans mon cas, j'ai quand même commencé par la présentation avant de faire des directs en tant que reporter. Ma première expérience du direct, c'est vraiment en tant que présentatrice. Et ça, honnêtement, c'était... Je pense que quand j'en parle encore, j'ai le... Bon, déjà, je le dis souvent, j'étais pas naturellement douée pour le direct. D'accord. Je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert, j'aime parler, mais c'est pas pareil. C'est pas comme s'exprimer, avoir un débat avec ses amis. Échanger avec quelqu'un, là, c'est vraiment donner... On doit avoir la justesse des mots, on doit avoir la confiance en soi, et aussi... Voilà, et ça se ressentait, et je pense que j'ai mis 3-4 mois, 2 mois à l'antenne avant de vraiment trouver mon rythme de croisière et de me dire « Ah, c'est bon, je suis à ma place, je suis pas du tout une imposteur, je suis assise et ça a du sens que je sois là. » Donc on m'a donné ma chance et ça c'est important. Et après, à partir du moment où j'étais à l'aise en tant que présentatrice, oui, après les choses sont allées toutes seules. Les directs sur le terrain, c'est dur mais c'est pareil. Ouais, ça passe. Quand on est à l'aise en direct, on est à l'aise en direct. Il faut débloquer le petit truc. Voilà. Ok. Et pour finir, Hanan, la dernière question qui je pense va être la plus importante. Ce qui est intéressant dans le métier de journaliste, c'est qu'on bouge pas mal, on rencontre énormément de gens de tous horizons. Et donc ça doit donner lieu à pas mal de souvenirs et d'expériences très enrichissantes. C'est quoi pour vous votre plus beau souvenir dans votre métier? Une carrière quand même commence à être longue maintenant. Ouais. Alors j'ai 2 souvenirs, je sais pas si c'est les plus beaux, c'est les plus marquants en tout cas. Ouais. Le premier, c'est pas un beau souvenir parce que les circonstances, la thématique même est pas positive malheureusement. C'est que en 2015, j'étais deskeuse. Deskeuse, c'est quand on fait en gros du journalisme en rédaction et qu'on est jamais sur le terrain, pour France 24. Et j'en avais un petit peu marre parce que j'avais pas l'impression de faire ce que je devais faire. Et donc c'est là que j'ai commencé à ma façon, commencer à faire du terrain en tant que freelanceuse, en tant que pigiste. Et un peu toute seule. À l'époque, c'était donc la période de la percée de Boko Haram dans la zone du lac Tchad. Ils étaient déjà très présents au Nigeria, mais aussi maintenant dans le sud du Niger, d'où je suis originaire. Je suis originaire du Niger. Et au Tchad et au Cameroun. Et en fait, ce que font les rédactions, c'est envoyer les mêmes personnes pour aller couvrir ce type d'événement, qu'ils aient l'expérience du terrain, enfin, son expérience du terrain, mais pas du lieu. Et moi, je voulais le faire parce que je me disais, bon, en plus, j'ai les connexions, je connais le pays, je sais parler la langue. Il y a énormément de réfugiés et de déplacés. Ils parlent tous Hausa, moi je parle Hausa. Ça a du sens que j'aille sur le terrain pour parler avec ces personnes-là. Et je savais très bien que je n'allais pas me tourner vers le chef des correspondants, qui est toujours la même personne aujourd'hui. Je ne veux pas en parler de lui. J'ai beaucoup d'opinions sur cette personne qui ne m'aurait pas regardé. En plus, il ne me connaissait pas de toute façon. Et donc, j'avais vraiment envie de... moi, me rendre sur le terrain et de parler cette histoire de ce sujet qui me touchait énormément, dont j'étais passionnée parce que Boko Haram donc, touchait et décimait des villages dans mon pays, dans des pays voisins. Et donc forcément, c'était quelque chose qui m'animait énormément. Et je savais que la seule manière de le faire, c'était de le faire toute seule. Oui. Alors mes parents étaient évidemment complètement... Et je crois que je ne l'ai pas dit à ma mère. Je crois que je suis juste partie en mode « Ah, je vais faire un truc à Niamey et tout ». Et j'avais donc d'autres membres de ma famille qui m'ont aidée à partir donc, dans le sud du Niger, dans la zone de Difa, qui est près de la frontière avec le Nigeria. Et donc j'étais avec le gouverneur de Difa qui m'hébergeait pendant le séjour. Et j'étais c'est mon premier embed. Ce qu'on appelle un embed, c'est quand on est avec les militaires. D'accord. En tant que journaliste, embarqué avec les militaires. Et donc j'étais avec les FDS tchadiens et nigériens dans la zone.
Et donc on a fait une sorte de patrouille pendant plusieurs jours où je les voyais embarquer quelques membres de Boko Haram. Bon, ils voulaient pas que je parle avec eux parce que c'était toujours un peu compliqué. Il y a aussi beaucoup de communication autour, c'est compliqué. Mais par contre, beaucoup de réfugiés, beaucoup de personnes, pas que des réfugiés, là aussi les personnes qui vivent dans les villages et dans les villes avoisinantes, comment leur vie a été impactée. Donc je voulais vraiment faire un reportage de fond et je me disais que j'étais très bien placée pour le faire. Oui, bien sûr. Et donc j'ai fait ça pendant 10 jours. Pour la petite histoire, je pars de Difa, je vais à Niamey et après je repars à Paris. Je pense 2-3 jours plus tard, enfin le petit contingent avec qui j'étais a été attaqué à Toubou. Et il y en a plusieurs qui sont morts, donc ça m'a bien secouée quand même. Et je repars à Paris et donc je rentre dans le bureau du monsieur et je lui dis « Ah bonjour, je reviens du Niger » et je balbutie en plus parce que je savais pas trop comment raconter, comment expliquer ce que j'avais fait. Et il me regarde et il me dit « J'ai rien compris. Qu'est-ce que vous voulez ?» Alors j'ai juste fait un reportage. C'est des images, c'est pas très bien tourné parce qu'en plus moi je tourne pas. J'étais partie avec une équipe locale pour tourner. Et donc, j'aimerais bien vous montrer. Est-ce que vous voulez peut-être le passer sur la chaîne? Est-ce que vous voulez prendre certaines images? Je sais pas. En tout cas, moi, j'en ai fait un package. J'ai fait de la narration, j'ai écrit. Voilà ce que j'ai fait. Donc, je lui montre. Il m'a dit, je vais regarder plus tard. Et je pense que le lendemain, il m'envoie un mail. Il me dit, bon, vraiment, je voulais juste saluer le fait que tu aies fait ça parce que c'est top. Et c'est très dangereux, donc il faut pas refaire. Ça m'a étonnée un peu de sa part parce que je le trouvais pas sympa à la base. Et après, je suis repartie dans les zones et j'ai fait plusieurs fois des interventions sur France 24 à ce sujet-là. Et ça m'a vraiment donner la légitimité personnelle dont j'avais besoin pour me dire écoute, je suis complètement capable de le faire avec ou sans le soutien d'une chaîne. Et le deuxième, c'est ça pour le coup, c'est une interview d'une personne que je respecte énormément, que j'ai interviewée il y a, on va dire quoi, peut-être 6 ans, 7 ans. Et donc, il y avait un sommet sur les violences sexuelles et basé sur le genre dans le cadre des conflits au Luxembourg. Et donc, j'étais invitée pour faire des sujets autour de ça. Et donc, il y avait beaucoup de personnalités qui font partie de ce domaine-là, des survivantes, énormément de survivantes. Et donc, j'ai interviewé énormément de survivantes qui étaient incroyables. Donc, c'était des interviews très poignantes, mais qui m'ont marquée. Et aussi, donc, le docteur Denis Mukwege, qui fait beaucoup l'actualité en ce moment, qui l'a fait très régulièrement, prix Nobel de la paix. Mais c'était une belle interview parce que j'avais l'impression d'être en présence de quelqu'un qui marque l'histoire, en fait. C'est ça, bah oui. Et donc, c'est le cas d'ailleurs, je pense. Hein, oui, c'est le cas. C'est tout à fait le cas en ce qui le concerne, en tout cas. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, Anan, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un super moment. J'ai passé un très bon moment avec vous. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot, une petite actu que vous voulez nous partager ? Ça va sembler complètement hors sujet, ou je sais pas si c'est hors sujet. C'est pas hors sujet puisque je parle de journalisme. Mais je me suis levée ce matin. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si j'allais bien. Je vais bien, mais je me suis levée un petit peu drainée aujourd'hui. Je suis allée me coucher en larmes en réalité parce que, bon, pour ceux qui suivent, il y a un nouvel épisode d'escalade de violence en Palestine, enfin, dans la zone. C'est compliqué même de définir. De définir la zone où ça se passe. On va dire Palestine, entre Israël et la Palestine en ce moment. Et vu que je suis énormément ce qui se passe en général partout dans le monde, mais ce conflit en particulier, parce que ça fait quand même 75 ans que ça dure, c'est très long. Je pense que c'est le seul de l'histoire de notre histoire moderne qui a duré aussi longtemps. C'est un moment très compliqué et particulier parce que à chaque fois qu'il y a une nouvelle, un grand événement comme cette attaque du Hamas qui a relancé un petit peu les choses, on relance le débat sur qui a raison, qui a tort. C'est ça. Qui est l'oppresseur et qui est l'oppressé, et qui est terroriste et qui l'est pas, et qui doit être soutenu et qui doit pas l'être. Et en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est pas parce que je veux donner mon avis sur la question. Moi, mon avis, il est clair. Et je pense que ça devrait être le même avis pour tout le monde. Après, on a tous le droit d'avoir notre opinion. Et finalement, c'est influencé par notre environnement et par la communication et les médias qu'on choisit de consommer finalement. Mais au-delà de l'opinion, ce que moi je retire de tout ça, c'est que parler avec beaucoup d'émotion d'un sujet qu'on ne maîtrise pas, c'est encore pire que de parler avec émotion d'un sujet qu'on a recherché, sur lequel on s'est appesanti. On peut parler avec émotion et faire du tort, mais alors si vraiment on n'a aucune information, aucun background, aucune recherche personnelle qui a été faite derrière, c'est particulièrement irresponsable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça aujourd'hui, énormément.
Et quand je dis beaucoup de gens, en fait, la raison pour laquelle j'en parle, en général, je parle que des choses qui concernent l'Afrique. Mais le conflit israélo-palestinien est un conflit qui Ça concerne tout anime le monde. tout le monde. Oui, c'est Et ça. tout le monde a un avis Mm. dessus, que Mm. ce soit aux États-Unis, partout. Mm. Et les gens sont très véhéments et très vénères sur les réseaux, et ça insulte, et ça dit toutes sortes de choses, en sachant qu'il y a quand même des éléments factuels sur lesquels on peut se reposer pour se former une opinion éclairée. Tout ce que ça m'inspire, c'est ce que je dis très souvent quand j'ai l'occasion de parler des médias et du journalisme, c'est qu'on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à une période où effectivement c'est très beau et très bien qu'on ait une pluralité de médias qui existent, des nouveaux médias où les gens qui sont sur le terrain peuvent partager des images, peuvent partager des opinions, c'est une belle chose. Et finalement, ça permet aussi de faire en sorte que les journalistes se sentent encore plus investis dans leur mission et le fassent encore mieux. Mais à côté de ça, le risque, c'est qu'on a toutes sortes de personnes qui pensent qu'ils sont Qui des s'expriment, médias, c'est ça. et qui s'expriment Ouais. et qui le font pas juste de manière humble, en mode je donne juste mon avis, mais c'est genre Je sais. Et c'est extrêmement dangereux parce que ça, dans un cas comme celui du conflit israélo-palestinien, on parle de la vie des gens. Là, à l'heure où je vous parle, il y a encore des bombardements à Gaza, ils sont sous un siège total, il y a un blocus de l'eau, de l'électricité. Il y a eu énormément d'otages du côté israélien et de femmes qui ont été kidnappées et d'hommes qui ont été kidnappés. Ça existe en Palestine depuis des dizaines d'années. Très longtemps, bien sûr. Donc, il n'y a pas de compétition de la douleur. La souffrance et la mort, elle est la même partout, mais il ne faut pas oublier justement que c'est un conflit qui dure depuis très longtemps et qu'il y a un contexte pour tout. Et ça fait que me galvaniser dans l'idée que si on n'apporte pas du contexte en tant que journaliste dans son travail, en fait, on fait un très mauvais travail. Et c'est ce que j'essaie de faire avec Beyond the Noise à mon échelle pour les sujets africains, parce qu'il y a des conflits en Afrique qui sont pas similaires à ce qui se passe en Israël et en Palestine, mais qui durent depuis longtemps et où les sources et les causes sont complexes et c'est très confus. Et si jamais on ne fait pas assez de recherche, on ne s'interroge pas sur les causes racines, on ne comprend rien. On comprend et rien. c'est important en tant que consommateur, en tant que citoyen du monde, de faire ses recherches ou alors de ne pas parler. C'est ça, on s'instruit ou on se tait. Et après, c'est pas facile de s'instruire, je le sais, parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires. Oui. Mais je pense que si on fait un effort, on peut faire le tri, comprendre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok. Merci encore, Anan. Alors, si vous voulez retrouver Anan, vous pouvez la suivre sur ses réseaux sociaux et bien sûr sur sa chaîne YouTube Beyond the Noise avec sa web-série. On vous met tous les liens en barre d'infos. Merci à vous qui nous regardez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau micro.